Bonjour, bienvenue pour ce nouveau contrepoint de la santé. Médecin, quelle formation pour quel métier? Tel est le thème crucial de ces contrepoints de la santé de rentrée. Pour en débattre avec Pascal Morel et Renaud Degas, le professeur Patrice Diot, président de la conférence des doyens des facultés de médecine. Patrice Diot, vous êtes doyen de la faculté de Tours depuis 2014 et vous avez été président de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé. Vous êtes aussi pneumologue, c'est votre métier de tous les jours. Vous avez été élu doyen des doyens le 6 février 2020, au tout début de la pandémie. Ce qui frappe d'entrée de jeu quand on regarde la formation des médecins, c'est la très grande tension qui y règne, que la crise sanitaire n'a fait qu'aggraver. Il faut dire que les études médicales sont réformées de fond en comble, de la première année au troisième cycle, un peu à marche forcée, et que cela ne se passe pas toujours très bien. C'est un euphémisme. Le Sénat, dans son rapport de mai de cette année, déplore pour le premier cycle, je cite, une réforme à la mise en œuvre très chaotique. L'ampleur des réformes, en effet, impressionne, si bien qu'on se dit que les études médicales, avant, devaient être bien insatisfaisantes et que demain sera sûrement enchanté. Nous débattrons donc des modalités de mise en place et surtout des objectifs de ces réformes. Sont-elles bien adaptées aux enjeux de qualité et d'accès aux soins qui soucient bien les Français, comme nous le révélera le sondage BVA réalisé pour les contrepoints de la santé et que nous détaillera Odile Peixoto. Cette émission est enregistrée vendredi 1er octobre dans la matinée à la Villa M. Merci donc à la Villa M de nous accueillir. La Villa M du groupe Pasteur Mutualité est un lieu pour le bien-être des soignants et d'innovation en santé. Elle ouvrira mi-octobre. Merci à nos partenaires BVA, groupe Pasteur Mutualité, Medtronic et Point Vision. Pascal Morel, Pascal, première question. Oui, alors la première, juste avant d'ailleurs de poser ma question, nous sommes accueillis pour la première fois dans ce magnifique lieu que nous essaierons de vous présenter, la Villa M. C'est un lieu absolument extraordinaire. Pour les médecins, pas que, mais pour les médecins en particulier. Pour en venir directement à notre débat, Philippe le dit, effectivement, le climat social est extrêmement difficile, à la fois d'ailleurs chez les étudiants, d'abord les étudiants, mais également chez les enseignants. On passe de crise en crise. D'ailleurs, il y avait un climat social particulièrement marquant avec des suicides d'étudiants, notamment en médecine. Vous avez déclenché quelques mesures pour essayer de répondre à ces attentes, mais vraiment un climat très difficile. Pourquoi et quelles sont vos réponses? On s'est engagé dans le même temps dans 3 réformes. La réforme des 3 cycles des études médicales. Premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. On a commencé d'ailleurs par celle du troisième cycle, puis celle du premier cycle, celle du deuxième cycle. C'est compliqué. Elles sont nécessairement associées les unes aux autres et je pense que c'était bien de les conduire au même moment, mais c'était complexe. Et il faut reconnaître que la survenue de la crise sanitaire a tout compliqué et déstabilisé. Parce qu'en particulier, et peut-être que c'est par celle-ci qu'il faut commencer, la réforme de l'entrée dans les études de santé est en réalité une réforme de l'entrée dans l'université, ce qui n'a pas été compris du tout. Et pour bien la conduire, il faut multiplier les interactions entre les composantes de l'université. C'est une réforme qui engage non seulement les formateurs en santé, mais aussi les autres. Et on n'avait pas vraiment l'habitude de travailler les uns avec les autres. Et il aurait été souhaitable de pouvoir nous rencontrer, ce qui n'a pas été possible dans l'ensemble des universités. C'est la raison pour laquelle on a... Patrice Diot, c'est la raison pour laquelle les pouvoirs publics, le ministère, etc., ont engagé cette réforme, j'allais dire systémique, c'est-à-dire tout en même temps, parce que vous dites c'est ce qu'il fallait faire, mais est-ce que franchement, il fallait tout globaliser? Vous avez raison, c'est une réforme systémique, et c'est comme ça qu'il fallait l'aborder. Changer les modalités d'entrée dans les études de santé, c'est essayer de diversifier le profil des futurs médecins. C'est-à-dire ouvrir à des jeunes qui ne soient pas forcément des bacs S mention très bien pour faire simple. Mais ce faisant, il fallait aussi transformer la pédagogie du deuxième et du troisième cycle et évoluer vers une pédagogie de la compétence et sortir de cette espèce d'accumulation
infernale. Les Mais étudiants Patrice le Dur, disaient, on de va- connaissances qui étaient rapidement oui, on va y périmées. venir, parce que c'est important de Faudrait passer que- premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, vous nous expliquez. Mais tout de même, il y a beaucoup d'étudiants qui sont en souffrance, d'une façon aiguë, là, avec la première année, des reçus collés, comme on disait il y a déjà quelques années. Cette souffrance, vous la reconnaissez. Qu'est-ce que concrètement vous faites par rapport à cette souffrance des étudiants ? La souffrance des étudiants, elle est liée à la complexité excessive, moi je le reconnais, de la réforme, de la construction de la réforme. Et on est en train de la simplifier, pour répondre concrètement à votre question. On est en train de la simplifier et d'aller vers une harmonisation. La réforme du premier cycle. Du premier on parle. cycle. Alors, parlons Et de la puis- réforme du premier Et cycle. puis elle est liée aussi à une certaine résistance au changement et à une, Des enseignants, des et à une professeurs. incompréhension de la société en général. Ceux qui nous reprochaient que la PACES, qu'on a supprimée, soit une boucherie, parce que c'était le terme qui était utilisé par les parents d'étudiants à l'époque. Il faut dire que c'était affreux. On C'était peut- terrible. On peut le dire comme ça si on Enfin, veut. c'était dur. On va On dire. peut le dire comme ça si on veut. Il y a eu des films. On peut le dire comme ça si on veut. Il y a eu des films. Mais ceux qui nous reprochaient ça ne sont pas les mêmes que ceux qui aujourd'hui nous reprochent de mieux prendre en compte dans les conditions d'accès aux études de médecine les compétences dont peuvent faire preuve les étudiants à l'oral, etc. Donc si vous voulez, il y a une résistance au changement par rapport à quelque chose que pourtant tout le monde condamnait auparavant. Mais je reviens là-dessus parce que on a beaucoup de témoignages quand même sur la souffrance des étudiants. Comment on peut l'accompagner, comment on peut l'éviter? Alors c'est dur évidemment de changer d'un système complet. Enfin, on va en parler. Mais qu'est-ce que concrètement le ministère s'en est préoccupé? Qu'est-ce que vous faites pour les aider, pour les accompagner, pour leur Philippe, expliquer? Je voudrais rajouter, c'est le malaise des étudiants, ceux qui apprennent, mais enfin, c'est aussi les internes, c'est aussi celles et ceux qui sont à l'hôpital, en stage. Les internes etc. sont étudiants aussi. Hein. Oui, mais enfin, Moi, c'est si, aussi oui, l'hôpital. Non, faites-nous, Tu as raison, expliquez-nous pourquoi il y a ce malaise Alors- et surtout vos réponses. Je pense qu'il faut vraiment serrer les problèmes et aborder, si vous permettez, cycle par cycle, parce que ce ne sont pas les mêmes jeunes aujourd'hui dont on Nous vous parle écoutons. entre les Nous internes vous écoutons. et les étudiants de première année. Première année. Les étudiants de première année, le message qu'on n'a pas réussi à faire passer, en tout cas on n'a pas réussi à convaincre, c'est que cette réforme crée une vraie deuxième chance. Jusqu'à maintenant, depuis 2010, les étudiants de PACES qui redoublaient se retrouvaient la plupart du temps, dans la majorité des cas, en situation d'échec après 2 années, alors que ça avait été des bons lycéens qui avaient eu des bons bacs avec des bonnes mentions. Ils se retrouvaient en situation d'échec et repartaient à zéro dans une autre formation. La réforme crée une vraie deuxième chance. Et là, je ne sais plus comment faire pour convaincre que cette vraie deuxième chance est une véritable transformation. C'est-à-dire que les reçus collés, comme vous le dites très bien, qui passent en LAS 2 ou LAS 3, pardonnez-moi les acronymes un peu Alors, on va techniques. expliquer quand même. Tout le monde connaît, mais peut-être pas tout le monde. Le PAS, c'est le parcours d'accès santé spécifique. C'est en fac de médecine. On commence comme avant, je dirais. Et puis, l'AS, c'est la licence avec accès santé. C'est-à-dire qu'on commence par des études de droit, mais il y a une majeure santé et on peut faire des études de médecine. La ministre a annoncé hier, 30% sont passés par le LAS. Donc ça commence, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et donc les étudiants qui entrent en LAS 2 ou en LAS 3 ont des places réservées dans ce qu'on appelle maintenant le numerus apertus, qui leur garantit des chances considérablement augmentées par rapport à ce qu'étaient celles des anciens redoublants de la PACES. Et ça, les étudiants s'en rendront compte et leurs parents s'en rendront compte l'année prochaine ou l'année d'après. C'est ça. C'est seulement Ils s'en rendent dans compte. 1 ou 2 ans C'est ça. que cette réforme vraiment complexe, je pense, aura fait la preuve de son efficacité, justement pour la qualité de vie et l'insertion des jeunes dans un parcours de préparation à une vie Oui, professionnelle en mais santé. est-ce que quand vous dites ça, ça ne veut pas dire qu'effectivement, ceux qui aujourd'hui, pour la première année d'exercice de cette réforme, ceux qui passent actuellement la passe, sont quand même un peu victimisés? Honnêtement, je ne pense pas. Je viens de parler d'étudiants de l'AS, mais en réalité, ce que je viens de décrire s'applique aussi à un reçu-collé. J'aime pas beaucoup cette expression, mais enfin, un reçu-collé de passe, si vous voulez. Donc, c'est le même régime pour l'ensemble des étudiants. Et alors, cette étudiante qui dit j'ai passé un oral et j'ai été rétrogradé de centaines de places, qui fait plus ou moins, enfin, je ne sais pas si c'est elle qui fait une grève de la faim, mais il y a une tension forte encore aujourd'hui. C'est quoi cette histoire d'oral qui renvoie en bas du classement? Alors, d'abord, il ne renvoie pas. Heureusement, J'espère. tous les étudiants en bas du classement. En fait, quand on regarde à l'échelle nationale, l'impact des oraux sur le devenir des étudiants est comparable à celui de l'ensemble des autres formations qui comportent un oral.
y compris des formations comme des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, etc. Partout où il y a des oraux, les oraux jouent un rôle, sinon on ne les mettrait pas en place. Mais un rôle de combien? 30 ou 60%? Entre 25 et 25% à peu près. Oui, c'est pas négligeable. Mais non, mais si ça avait dû être négligeable, on n'aurait pas fait l'effort de le mettre en place. Mm. Le but, c'est bien de donner une chance à des bons étudiants, mais qui n'atteignent pas finalement le niveau nécessaire s'il n'y avait que l'écrit pour entrer en deuxième année, de faire preuve de leur qualité, de motivation, de parcours, de compétences, de projets professionnels pour entrer et Laurent, en études de santé. Il porte sur quoi justement? C'est voir s'ils ont de l'empathie, parce que c'est études de médecine, comme ne l'oublions pas. Il porte sur quoi cet oral? Oui, j'ai eu l'impression, pour compléter la question de Philippe Leduc, que cet étudiant te disait qu'en réalité, l'oral qu'on lui avait fait passer n'était pas très lié aux attendus d'un médecin. Je vais vous donner un exemple tiré de ma faculté, comme ça je ne mettrai personne en difficulté. J'ai été vilipendé sur les épreuves d'oral que nous avons mises en place à Tours. L'une d'entre elles, c'était décrit comme ça d'ailleurs dans les médias qui ont repris l'affaire, était caricaturée sous forme de « on voulait que mon enfant qui passait les oraux de médecine soit un spécialiste de la barrière de corail ». Le sujet, c'était un sujet de santé globale, amenant l'étudiant à faire la preuve qu'il avait intégré le fait que le futur médecin qu'il allait devenir devait avoir en tête le fait que la santé, c'est global et qu'au fond, si on ne s'intéresse pas, quand on est un futur professionnel de santé, à l'environnement, eh ben on passe à côté de quelque chose pour la santé de ses concitoyens. Et donc, il s'agissait de dire que l'altération de la barrière de corail était un vrai problème de santé publique, car elle aurait un jour des conséquences sur la santé humaine. On ne demandait pas d'avoir une connaissance approfondie, et il y avait des enseignements, oui, sur la santé globale en amont, bien sûr. D'accord. Alors, est-ce que les facultés en général n'ont pas un peu traîné des pieds sur cette réforme difficile, complexe, avec de bons objectifs? Certaines facultés se sont fait retoquer par le Conseil d'État, 15 je crois, parce qu'ils n'avaient pas augmenté assez le nombre d'étudiants. Et puis au final, 20% d'augmentation, annoncé la ministre hier. Est-ce que les facultés ont bien joué le jeu? Oui, et n'oublions pas quand même de reposer la question à notre invité. Première année, deuxième année. Non, mais on est toujours sur la première année. Sur les malaises. On est toujours sur la première année. On va passer après avec toi, Pascal, sur la deuxième. Première année, toujours 20%. Est-ce que les facultés n'ont pas traîné des pieds pour arriver finalement à 20% d'augmentation du nombre de médecins? Il y a deux sujets. Il y a le sujet de la pédagogie qu'on vient d'évoquer ensemble. Et puis ensuite, il y a le sujet des flux d'étudiants. Les facultés de médecine, un nombre conséquent de facultés de médecine, avaient déjà desserré le numerus clausus les années qui précédaient. Et donc, étaient proche, il faut le reconnaître, de la saturation en termes de capacité de formation. Parce que l'enjeu aussi, c'est de continuer à former des bons médecins pour demain. Je sais bien qu'on me dit quelquefois, ce qui compte, c'est le nombre de médecins. Mais on est très attaché aussi à ce que les médecins que nous formions soient compétents dans tous les sens du terme et capables d'entretenir leurs compétences. Et je pense qu'un certain nombre de facultés, en pleine conscience, estimaient qu'ils étaient probablement au maximum de leur capacité de formation. Bon, le Conseil d'État a parlé et donc les facultés se sont alignées et feront pour le mieux, mais, et ça fait partie des sujets qui créent une certaine tension dans le corps enseignant. On est à flux tendu. Les moyens qui ont été annoncés en cours de mise en place de la réforme. On va venir après sur les moyens justement. De quel financement? Est-ce que vous pouvez avoir des financements supplémentaires? C'est comme toutes les facs, parce que tous les... À Tours, je crois que vous étiez pas mal, vous. Non, mais c'est tout... Vous étiez pas mal en nombre, en pourcentage d'augmentation. À Tours. On était à 20%. Voilà, c'est ça. Non, mais tous les enseignants, toutes les universités de droit, de lettres, etc., tout le monde dit qu'effectivement, il y a beaucoup d'étudiants. Aujourd'hui, trop d'étudiants par rapport aux capacités. Est-ce que c'est donc pas spécifique à la médecine? Je pense quand même qu'on est dans une situation de tension qui nous distingue malgré tout des autres composants de l'université. Il y a énormément de gens qui veulent faire médecine, enfin des études de santé. Oui, c'est médecine. Non, mais là, il faut être précis. C'est médecine, c'est dentaire, c'est pharmacie ou c'est uniquement médecine qui est en tension? La tension, elle est, puisque la PASS, vous l'avez dit, et se fait en médecine, finalement, il y a une tension assez forte sur cette première année qui pèse particulièrement sur les facultés de médecine, mais pas que. Et cette première année, elle ouvre ensuite sur l'ensemble des professions médicales. Quelquefois, on oublie, mais il faut le rappeler, les professions médicales, ce n'est pas que la médecine. Il y a la pharmacie, l'odontologie et la maïeutique. Alors, ce qu'on observe au terme de cette première expérience, c'est que quand même, une grosse majorité des étudiants qui viennent vers la PASS
parce qu'ils ont envie de candidater vers la médecine. C'est quand même aujourd'hui encore, sans doute dans l'ensemble des professions médicales, celle qui attire le plus les lycéens. C'est là où il y a le plus de tension. Oui, c'est là qu'il y a le plus de tension. Parce qu'il y a le deuxième cycle, alors, et la suppression des QCM. Alors, le deuxième cycle était sanctionné par une série de QCM. Quels étaient vos objectifs? Comment ça se passe? Est-ce que précisément ça va commencer quand? Ça commence en cette rentrée. Les étudiants qui entrent en 4e année de médecine, ce qu'on appelle le DFASM1, diplôme de formation approfondie en sciences médicales, en cette rentrée seront soumis aux nouvelles modalités d'évaluation. C'est effectivement à la sortie du tout QCM. Vous avez raison de le dire. Ça n'est pas que ça. Ça n'est pas que ça. C'est la mutation, je l'ai dit tout à l'heure, entre une accumulation de connaissances qui sont, vous savez, très très vite périmées, vers une pédagogie de la compétence qui permette à l'étudiant de s'armer pour mener sa carrière et l'évolution de ses compétences tout au long de sa vie. Alors évidemment, c'est fondamental. Comment on passe concrètement quelques exemples de la connaissance, l'acquisition de connaissances, à l'acquisition de la compétence? Alors c'est une remise en avant des stages qui ont toujours été importants en médecine, mais qu'on revisite aujourd'hui quant à la pédagogie qui est apportée. Et on crée en particulier ce qu'on appelle alors un nouvel acronyme, les ECOS. Ça, alors là, les étudiants et leurs familles sûrement en parleront. Dites-nous. Épreuves cliniques, objectives et structurées. C'est une sorte de simulation. Tout un programme. Une sorte de simulation. Vous savez que la simulation a pris une place importante dans l'enseignement de la médecine. On a même des laboratoires de simulation dans nos facultés de médecine, et pas que dans les facultés de médecine d'ailleurs, puisque la simulation qui est pratiquée depuis longtemps pour les pilotes de ligne, on n'enverrait pas un pilote aux commandes d'un avion sans lui avoir fait montrer dans un laboratoire de simulation qu'il est capable de faire décoller et atterrir. Oui. On comprend bien la simulation pour les chirurgiens, pour les psychiatres, on fait de la simulation aussi. Je pense que c'est fondamental. C'est fondamental. Non, c'est pas clair. Je pense qu'un psychiatre qui reçoit un patient avec des idées suicidaires, je pense, doit avoir été exposé en amont à la résolution du problème sans mettre en danger la personne en face de lui, qu'il pourrait déstabiliser parce qu'il n'aurait pas acquis toutes les compétences pour... Un médecin de santé publique, on lui fait de la simulation aussi? Un médecin de santé publique... je pense, peut aussi être exposé à des situations de simulation pour la façon dont il véhicule des messages, par exemple, à l'égard du grand public. Donc, vous voulez dire qu'en second cycle, on ne verra plus ce que l'on voyait, c'est-à-dire qu'à la sortie du premier cycle, dès la 3e, disons 4e année, des étudiants qui bachotent pour essayer enfin d'acquérir le métier qu'ils voulaient faire. Alors, on verra plus ça? Il faut sans doute que je nuance un peu mon propos, même si je dis qu'on sort d'une accumulation de connaissances très vite périmées, il y aura toujours des connaissances à acquérir et il y aura toujours un socle de connaissances dont il faudra faire la preuve. Ça va être pris en compte ensuite dans les choix qui seront offerts aux étudiants. Mais la particularité, c'est que ça va compter pour 60%. Et il y aura par QCM ou comment ça sera validé, cette acquisition des connaissances? Je termine, si vous permettez, pour dire qu'il y aura donc des contrôles de compétences qui se feront donc au cours de la 6e année, et puis une prise en compte aussi du parcours professionnel. Pourquoi ne pas prendre en compte le fait qu'un étudiant a fait par exemple du monitorat d'anatomie lorsqu'il a un projet de devenir chirurgien? Vous comprenez, tout ça est très cohérent et très lié. On n'en tenait pas compte jusque-là. Maintenant, on va en tenir compte. Donc je pense qu'on renforce la cohérence du parcours de formation de l'étudiant. Avec l'écueil de ce type de sanctions par un examen, que ce soit un peu à la tête du client, que ce soit moins, les QCM, c'était blanc ou noir. Comment vous allez pouvoir résoudre ce problème d'avoir une vraie évaluation, Pascal? Et je complète la question de Philippe. On n'aura plus ces ECN avec ces congrès, salles de congrès louées dans chaque ville, j'imagine à Tours, j'imagine à Clermont-Ferrand, enfin ces zones de concert, qui en fait... Oui, comment ça va se passer alors, Comment ça va se passer, la sanction? Vous avez à nouveau posé deux questions un peu différentes. Toujours. Oui. Alors, donc ça va s'appeler... Vous n'avez pas dit que ce serait facile. Ça va s'appeler maintenant... je me rends compte qu'on utilise beaucoup trop d'acronymes. On parlait des ECN, des épreuves classantes nationales. On parlait des ECN. Maintenant, on va parler des EDN, épreuves dématérialisées nationales. Ce sera en début de 6e année. Donc, les étudiants passeront ça dans des conditions effectivement qui seront beaucoup plus
facile à organiser. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails parce que tout n'est pas parfaitement calé aujourd'hui. Hein. Ce sera en 2000, donc ils entrent en 4e année cette année, ce sera au début de leur 6e année, hein, les étudiants. Et ce sera à chaque fois en début de 6e année. Donc épreuve dématérialisée nationale, quand même sous forme de QCM malgré tout. Hein. Et puis ensuite une 6e année qui sera une 6e année finalement de pré-professionnalisation où l'étudiant orientera son parcours en fonction de son projet professionnel. Et alors, pour revenir sur la question importante que vous posiez, de l'objectivité de l'évaluation, les étudiants, à juste titre, ont beaucoup insisté pour que 50% des membres du jury des fameuses ECOS viennent d'une autre faculté. Et il y aura systématiquement un mélange entre un enseignant de la faculté et un enseignant hors faculté, ce qui garantira l'objectivité de l'évaluation. Et ça, c'est une révolution totale quand même, parce que le QCM, c'était simple. Grand amphi, etc. Donc les enseignants sont prêts ? C'est une révolution. Est-ce que les enseignants se forment aussi à cette révolution ? C'est une révolution complète à laquelle les enseignants se forment, qui va nécessiter, disons-le, des moyens importants. Vous les avez ? Ils nous sont annoncés. Bon. Et effectivement, c'est une transformation majeure. Hein. On va finir par avoir de bons médecins. Les médecins qui vont venir vont être formables. Troisième cycle. Il faut qu'on parle du troisième cycle. Troisième cycle. Le mot-clé du troisième cycle, c'est autonomisation. C'est ça ? Faire en sorte que les étudiants s'autonomisent le plus rapidement possible et concrètement possible. Il y a différentes étapes. Vous en êtes où ? Alors ça, le troisième cycle, c'est celle qui a été engagée en premier, hein, il y a déjà quelques années. Ça marche ou est-ce qu'il y a des tensions là aussi ? Explique-nous aussi ce que, pour compléter la question de Philippe, les docteurs juniors et tout ça, voilà. On ne comprend plus grand-chose. Donc la réforme du troisième cycle a été mise en place en 2017. Elle installe l'internat et j'ai bien aimé, Monsieur Leduc, quand vous avez rappelé que les internes sont des étudiants. C'est un sujet sur lequel j'aimerais bien revenir. Il faut bien le dire à Pascal, ça. Ce sont des étudiants. Enfin, qui font de la médecine quand même. Ce sont des étudiants qui apprennent la médecine. Mais qui sont quand verbe à merci à l'hôpital quand même. Aujourd'hui, alors, non, on parle encore aujourd'hui d'externes et d'internes. Oui, externe, ça a disparu. Je vous rappelle que c'est un vocabulaire issu du consulat 1802. En réalité, il faut que vous sachiez que Philippe est un historien. Et puis surtout, de son temps, du temps du consulat, c'était effectivement il y a encore l'externat. Bon, moi, j'estime que l'externat, ce concours qui a existé, et l'internat ont en réalité disparu tels qu'ils avaient été conçus. Et que l'une des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui dans le mal-être des étudiants, puisque ce sujet avait été évoqué tout à l'heure, et je pense qu'il faudra qu'on y revienne, c'est le fait qu'on est dans un entre-deux où nous avons, nous, enseignants, des étudiants en face de nous, mais auxquels nous, praticiens, en même temps, demandons finalement des prises de responsabilité qui, quelquefois, peuvent être oppressantes. Donc je pense qu'il faudrait qu'on achève cette mutation. Et je ne suis pas toujours suivi, d'ailleurs, sur le sujet, hein, en particulier par la représentation des internes, que j'appelle représentation étudiante. Alors, pour en revenir à la construction... C'est-à-dire achever cette mutation, c'est soit des étudiants, soit des médecins juniors. On ne comprend plus très bien. Parce que quand on va à l'hôpital, qu'est-ce qu'on va aux urgences, aux enfants malades à côté d'ici, c'est un interne. Ce sont des étudiants qui sont en cours d'acquisition de compétences dans un troisième cycle, dans un troisième cycle qui est conçu en 3 étapes, si vous permettez. Voilà, une première étape qui s'appelle la phase socle, au cours de laquelle l'étudiant, l'interne si vous voulez, doit être très accompagné. Et cette phase de la formation se fait le plus souvent dans des établissements hospitaliers universitaires, avec donc des enseignants payés pour enseigner. Ensuite, il y a une phase dite d'approfondissement, qui est un début d'autonomisation, puis une troisième phase, dite phase de consolidation, qui se fait après la soutenance de la thèse de médecine. Donc on a bien affaire, vous avez raison, à ce stade, à des docteurs, mais qui ne sont pas encore spécialisés. Et donc ils n'ont pas encore toutes les compétences pour être mis en totale autonomie, mais c'est vrai qu'ils sont déjà un petit peu plus autonomes et peuvent être comme ça répartis dans des territoires où ils apportent une plus-value pour l'offre de soins. Est-ce que les études de médecine ne sont pas trop longues quand même ? Est-ce qu'on va rajouter donc 1 an à la psychiatrie ? Est-ce qu'on va rajouter 1 an à la médecine générale ? Est-ce que l'acquisition de connaissances est importante, mais est-ce que l'acquisition d'un savoir-faire n'est pas plus important ? Est-ce qu'il faut vraiment passer 10 ans avant d'être lâché dans la nature ? Oui, et moi je voulais vraiment que vous nous redisiez où se situe le docteur junior, pour que ça soit bien clair.
troisième phase, hein, c'est ça? Troisième phase. Alors, je ne peux pas vous répondre précisément en termes de durée parce que ça dépend un petit peu des maquettes. Il y a des différences entre les maquettes. Hein. Mais en gros, c'est à partir de... C'est long, vous avez Les raison. maquettes, parcours, vous voulez dire quoi, les les maquettes d'enseignement, hein, de diplôme d'enseignement spécialisé. Vous voulez dire par fac Non, par spécialité. D'accord, mais sinon, toutes les facs seront à peu près sur le même modèle. Toutes les facs appliquent la maquette du diplôme d'enseignement spécialisé. Ça, on n'a pas de différence selon les facs sur la formation de ce point de vue-là. Alors, sur le troisième cycle, oui, études longues, on rajoute une année au psychiatre, c'est ce qui a été annoncé. Vous êtes favorable. Au médecin généraliste, faut-il rajouter une année? Vous avez dit, est-ce qu'il faut autant de temps pour acquérir le savoir-faire? En fait, notre objectif, c'est que les médecins aient un savoir-être à la fin. C'est le sommet de la pyramide de la compétence. Et bon, je ne suis pas un expert, un spécialiste de la psychiatrie, je ne suis pas un spécialiste de la médecine générale, mais je suis peut-être un spécialiste de la pédagogie médicale. Et je pense en effet que l'acquisition de ces compétences aujourd'hui nécessite un apprentissage sur cette durée. Et je pense que ces perspectives d'augmentation de la durée de formation ont été bien réfléchies par ceux qui sont responsables de la qualité de l'offre de soins psychiatriques ou de médecine générale. Et pour autant, Monsieur le Président, on nous redit partout que les médecins ont effectivement des têtes bien pleines, mais pas nécessairement bien faites, qu'il manque des enseignements, d'ailleurs en langue, en anglais, en management, en culture, en économie, enfin, etc. Oui, mais moi j'aimerais bien avoir une réponse là-dessus. Mais j'arrive pas à vous convaincre manifestement parce que j'ai l'impression que c'est ce que je répète depuis le début de cette émission. On est passé d'une logique, je vous le redis, d'accumulation de connaissances à une pédagogie de la compétence, et l'objectif est bien de privilégier effectivement le savoir-être de ces étudiants et d'en faire des professionnels qui soient empathiques, qui soient attentifs aussi à la société. Hein. Je pense qu'il faut que le médecin reprenne sa place dans la cité. Et ça, c'était fini. Nos étudiants en médecine allaient peu au cinéma, votaient peu, s'intéresser peu à l'environnement. Vous avez compris tout à l'heure ce que j'ai dit à propos du lien entre la santé environnementale et la santé humaine. C'est une évidence. C'est une évidence pour le citoyen. Mais ce n'était pas une évidence pour nos étudiants en médecine. Ce que veut dire Pascal aussi, c'est que ces études, elles sont professionnalisantes. On a l'impression qu'elles sont très médicales, mais il n'y a pas de formation à la gestion administrative, il n'y a pas de management d'équipe, il n'y a rien sur l'économie de la santé. La prévention et la santé publique, on demande aux étudiants, est-ce que vous avez un cours sur la prévention? Non, 1 heure, 2 heures. On a l'impression qu'il y a des trous énormes qui ne sont pas spécifiquement des connaissances médicales, mais qui font le métier de médecin, qu'ils soient en libéral ou à l'hôpital, etc. Il y a des qu'on pose la question aux étudiants, on a l'impression qu'il y a des trous énormes. Alors je pense que vous avez raison sur ce point. On a des progrès à faire, et précisément cet allongement de la durée de formation a pour but aussi, en lien avec des structures qui sont extérieures aux facultés de médecine, d'aborder toutes ces notions. La question, par exemple, de l'organisation matérielle d'une maison médicale, etc., nous ne sommes pas les mieux placés pour l'enseigner parce que nous ne la pratiquons pas. Donc il faut effectivement qu'on s'ouvre davantage, et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est une bonne question, mais vous êtes en train de le faire, mais ça va prendre quand, effet? Mais on est en train de le. Quand je dis qu'on est en train de le faire, on le fait en ce moment là. D'accord. Alors Pascal avait une question sur la démographie. Est-ce qu'on ne va pas disposer de trop? C'est ça que tu voulais poser comme question? Avant de parler de démographie, vous n'avez peut-être pas tout à fait répondu à ces malaises de ces étudiants et aux réponses que vous avez apportées. Et finalement, on s'est dit qu'il y avait un malaise, on l'a vu en premier cycle, avec des étudiants désespérés. Enfin bon, vous avez à peu près répondu. Mais dans les stages notamment, avec des souffrances et des suicides d'étudiants. Donc là, quelles ont été les mesures? Vous avez fait des conférences de concertation, etc. Parlez-nous de ça. C'est un sujet dont on s'est emparé depuis de nombreux mois maintenant, qui nous a conduit à établir une relation de confiance restaurée, je pense, avec la représentation étudiante qui avait perdu confiance en nous, clairement, en particulier dans les doyens. Et la confiance, c'est difficile à regagner. Donc on a réétabli le contact avec l'ensemble des associations étudiantes. On a mis autour de la table virtuelle, parce qu'on était encore en période de crise sanitaire, toutes les parties prenantes, je pense, c'est-à-dire les directeurs d'hôpitaux, les présidents de commissions médicales d'établissements, les acteurs, les associations de parents d'enfants victimes
de gestes désespérés, et on a essayé de réfléchir à la façon d'aborder ce problème-là, ce qui nous a conduit à rédiger un plan d'action pour la prévention des risques psychosociaux qu'on a signé. C'était une signature symbolique, mais dans le sens fort du terme symbole, le 29 mars. 29 mars dernier. Et donc, au mois de novembre, nous avons une réunion qui sera sans doute peut-être un peu rapide par rapport à la déclinaison sur le terrain de ce plan d'action, mais qui a pour but de bien se montrer les uns aux autres qu'on reste sur le sujet et qu'on est tous mobilisés pour résoudre la difficulté. Cette difficulté que vous venez de décrire, Pascal Morel, là, des étudiants, ça n'est pas la même que celle qu'on a abordée au cours du début de l'émission des étudiants de première année. Oui. Et l'une et l'autre doivent être traitées, c'est bien évident, mais ce ne sont pas les mêmes sujets. Sur la démographie médicale, je vais résumer ma question très simplement. Est-ce que alors vous ne parlez plus de numerus clausus, enfin bon, est-ce qu'il y aura assez d'étudiants? Alors on a vu quand même qu'il y avait des débats, certaines facultés avaient augmenté de 10-15%, d'autres de 8%. Puis en fait, finalement, le Conseil d'État est intervenu sur une augmentation de 20%. La question, est-ce qu'il n'y aura pas trop de médecins? C'est ce que vous dites, ce que les doyens disent. On augmente beaucoup maintenant, déjà depuis quelques années. Non, personne ne dit qu'il y aura trop de médecins. Si, en 2000. Bien sûr que si. Nous n'y serons plus en 2040. Mais à partir de, on baisse jusqu'à. Bon. On va se mettre d'accord, vous allez nous mettre d'accord. Voilà, on baisse jusqu'à 2030 et après on dit qu'on aura trop de médecins en 2040. Alors, comment vous, qui avez été président de l'Observatoire de la démographie des professions de santé, comment vous pouvez gérer cette évolution démographique et la réguler? Le sujet aujourd'hui, je pense, et c'est un discours qui passe mal, je sais très bien à quoi je m'expose en disant ce que je vais dire, est moins au nombre qu'à la répartition sur le territoire. Je suis dans une région, la région Centre-Val de Loire, qui est sinistrée. Il y avait hier à Matignon une réunion de parlementaires entre des parlementaires de la région et les services de Matignon pour, une fois de plus, très justement, tirer la sonnette d'alarme et essayer de dire qu'est-ce qu'on peut faire. Je n'y étais pas, mais j'ai lu sur les réseaux sociaux les comptes rendus qui ont été faits par les parlementaires. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je veux bien qu'on augmente le nombre. Encore une fois, je parle d'un sujet que je connais bien dans ma région, puis pour avoir présidé l'ONDPS, Observatoire national de la démographie des professions de santé. En région Centre-Val de Loire, au terme du 2e cycle, 75% des étudiants choisissent d'aller faire leur 3e cycle ailleurs. Et les postes d'interne sont pris par des étudiants qui viennent d'autres régions, mais dont le constat est qu'ils ne s'installent pas dans la région. Donc moi, je veux bien augmenter, dans une certaine mesure, le nombre de médecins conformes en région Centre-Val de Loire. Ça sera utile. Ce sera utile aux régions sur la façade ouest, etc. Donc c'est un sujet, finalement, qui nécessite de développer encore, on l'a fait, mais il faut qu'on le développe encore, le lien entre, en particulier, les collectivités territoriales, les élus, et puis les formateurs que nous sommes. Mais là, on est dans une impasse, Pascal, parce que la coercition, c'est-à-dire l'installation à un tel endroit obligatoire, la coercition de l'installation, ça a toujours été refusé par les jeunes médecins, les étudiants et les vieux médecins même, et aucun pouvoir politique n'a pris cette décision. Donc l'idée, c'est vrai que ça paraît un peu bizarre, il faut former beaucoup plus de médecins pour en avoir un minimum là où il n'y en a pas. Moi, je crois que symboliquement, il y a une question, c'est que les Français, les étudiants eux-mêmes se rendent compte que c'est difficile et puis on fait venir des médecins d'ailleurs. Alors d'Europe, mais aussi de hors pays d'Europe. Et dans le fond, qu'est-ce qu'on répond à ça? Parce que quand Philippe dit il y a trop de médecins, de toute façon, il y a vraiment une immigration de médecins également qui viennent en France d'ailleurs, parce qu'on en a besoin. Donc en fait, je ne pense pas qu'il y ait trop de médecins formés. Aujourd'hui, Patrick Dio va nous répondre. Comment, non, c'est important. Comment vous voyez, vous dites c'est difficile parce qu'ils sont mal répartis, mais on n'arrive pas à mieux les répartir sur le territoire. Comment faire en sorte qu'on ait le bon nombre de médecins? Enfin, il y a un problème aujourd'hui en France d'accès aux soins. Allez-y. Je vais vous répondre ce que je pense on espère. Du sujet. Bon, premièrement, il y a beaucoup de médecins et de chirurgiens dentistes, encore plus d'ailleurs, qui viennent de l'étranger pour s'installer en France. Ils ne s'installent pas dans les déserts médicaux, premièrement. Ils sont positionnés exactement où sont positionnés nos jeunes médecins. Alors comment on en sort? Je suis comment dirais-je, profondément persuadé que la coercition serait insensée. Pour autant, on ne peut pas continuer comme ça, effectivement. Et je pense qu'il faut maintenant aborder, et je sais que la représentation étudiante est désormais ouverte à cette réflexion, il faut réfléchir à un système amenant
des médecins à aller servir, j'ai envie de mettre un grand S à servir, au sens noble du terme, là où il y a une offre de soins qui est insuffisante. Pour l'instant, ça n'a pas marché. Hier, j'animais un colloque à la Sorbonne, un colloque européen, où on s'est aperçu que les mêmes problèmes existent un petit peu partout, hein, et où Daniel Cohn-Bendit est venu parler, d'ailleurs très brillamment, de son idée que les jeunes médecins pourraient participer à ce qu'il a appelé un service sanitaire. Il a dit le service militaire, bon, ça existait. Il a dit, je ne m'y intéresse pas. Mais par contre, l'idée d'un service sanitaire, pourquoi pas? Vous voyez? Donc, il a été créé le service sanitaire par le président. Excusez-moi, j'ai parlé de service sanitaire. Il a parlé de service social. Il a parlé de service social. Bon, moi, je pense qu'il faut qu'on mette ce sujet sur la table parce qu'effectivement, on ne peut pas se satisfaire du fait que des personnes se retrouvent quelquefois sans offre de soins, avec des caries qui s'aggravent et qui donnent des problèmes cardiaques. C'est pas possible dans notre pays de continuer comme ça. Alors les Français, qu'est-ce que pensent les Français? Ils continuent quand même malgré tout à se former, notamment à Barcelone ou ailleurs, etc. Et qui viennent. Il faut changer ce mouvement. C'est vrai que c'est peut-être les Français. Oui, c'est peut-être. Odile Peixoto, BVA, on a posé quelques questions. Alors c'est difficile de poser des questions aux Français sur les études de médecine parce que c'est un sujet un peu complexe, mais quand même, Odile Peixoto est arrivé à sortir le sentiment des Français sur la formation des médecins. Bonjour à tous. Donc, déjà, pour préciser un peu et donner un peu d'éléments de contexte, avant de rentrer dans le sondage du jour, les jeunes ont été quand même tous globalement, et pas simplement les étudiants en médecine, profondément marqués par les 18 mois qu'on vient de traverser. Ils ont payé le prix fort à cause de cette crise sanitaire qui les a un peu privés d'une partie des belles années de jeunesse que nous avons tous connues. Ça, c'est pour donner des éléments de contexte. Tous ont été un petit peu, et les indicateurs de santé mentale le montrent très nettement dans toutes nos enquêtes et dans les études de santé publique. Sur la question traditionnelle des contrepoints de la santé, est-ce que vous pensez que le gouvernement, la politique du gouvernement en matière de santé va dans le bon sens? Nous avons encore, comme en juin dernier, un score de 52%. De Français qui pensent que la politique du gouvernement va dans le bon sens. C'est la première fois, donc c'était déjà le cas en juin, c'est la première fois qu'on atteint ce score depuis le début des contrepoints de la santé en 2017. Sur notre sondage, alors effectivement, les Français ne sont pas habitués à ce qu'on leur pose des questions sur les études de santé. Néanmoins, la santé est un sujet qui les préoccupe beaucoup, donc ils ont quand même un avis à donner. Ils sont 46%, il n'y a pas de réel consensus dans la population. 46% des Français jugent les études de médecine trop sélectives, 37% seulement trop difficiles et 36% seulement trop longues par rapport à la durée évoquée. Et on s'aperçoit que c'est plutôt les générations plus âgées, donc celles qui ont besoin de beaucoup de soins finalement, qui trouvent que finalement c'est comme il faut en termes de longueur, en termes de sélectivité, en termes de difficulté. Les jeunes générations, par contre, trouvent ça plus que la moyenne, trop sélectif, trop difficile, trop long. Et c'est surtout sur la sélectivité que les jeunes Français sont... Il y a 30% des 18-24 ans qui jugent que les études sont à la fois trop sélectives, trop longues et trop difficiles. Voilà, donc il y a un petit souci sur ce point. On leur demandait ensuite de se positionner, puisque le but c'était un petit peu d'avoir leur opinion en poussant un petit peu le curseur. Voilà deux attitudes de laquelle êtes-vous le plus proche. Et là encore, on a vraiment une population très partagée. On leur disait d'un côté, on doit former le nombre d'étudiants suffisant pour subvenir aux besoins de santé de la population avec moins d'échecs en première année. Et ça, c'est la majorité des Français, c'est 59% des Français qui le pensent. Et puis l'autre partie, 41%, qui disent c'est normal que les études pour devenir médecin soient très sélectives, avec beaucoup d'étudiants qui échouent au concours de première année. Et c'est notamment l'opinion des personnes âgées, les 65 ans et plus, ils sont en majorité à penser cela. Donc voilà, quelque chose qui est assez clivant finalement en termes de perception. En termes de contenu, et là, ça va être tout à fait, c'est pas très étonnant ces résultats. Finalement, les Français sont demandeurs à ce que les études de médecine contiennent beaucoup plus d'éléments concernant la prévention santé.
On leur disait accompagner les personnes pour prendre mieux soin d'elles, pour prévenir les maladies. Là, c'est vraiment, il y a 68% qui demandent que les études de médecine soient renforcées. C'est en tout premier lieu, c'est le premier score à 41%. Autre élément très important, un renforcement en sciences humaines, psychologie, relations aux autres, patients, leurs proches, les confrères. Donc là, il y a 62% qui sont demandeurs, donc vraiment une large majorité. Après, les deux autres sujets qui étaient suggérés, qui étaient l'organisation avec la gestion du temps, la gestion de projets, la coordination, il n'y a que 36% qui sont... Mais on va dire que c'est un peu le back-office. Hein. Le patient a moins besoin de cela, donc c'est normal que les Français s'expriment moins là-dessus. Et également les nouvelles technologies numériques, où on est aussi à 34% des Français qui aimeraient que les études soient renforcées là-dessus. Voilà les éléments du sondage. Odile, un commentaire ou plusieurs commentaires, Patrizio, et notamment sur cette notion de sélection, sélectivité. Je ne sais pas pourquoi Odile Peixoto parle de sélectivité. Il n'y aurait plus de sélection en médecine ? C'est des études qui restent sélectives, il n'y a pas de doute, on ne peut pas le nier. La sélectivité, c'est quoi ? C'est le rapport entre un numérateur et un dénominateur. Et le dénominateur, c'est le nombre d'étudiants qui s'inscrivent en première année. L'année dernière, au terme de cette première phase de la crise sanitaire, le nombre de bacheliers en France a considérablement augmenté, et parmi ce nombre de bacheliers, le nombre de candidats à la première année a considérablement augmenté. Ce qui fait que, malgré l'augmentation de 20% du nombre de places en deuxième année, on ne peut pas dire le chiffre sec, si vous voulez, hein, que la sélectivité... vous venez de dire 20%, la dernière fois vous ne l'avez pas dit. La question j'ai dit 20%. Si, l'augmentation du nombre d'étudiants va être de 20%. On peut considérer que il va y avoir 20% de plus de médecins, c'est ça ? Vous confirmez ce chiffre ? C'est le chiffre qu'on a déjà indiqué, Pascal Morel. C'est 20% de plus d'étudiants en deuxième année de médecine qui donc iront jusqu'au terme de leur formation. Ce qu'a indiqué la ministre, d'ailleurs, qui a confirmé la ministre de oui, mais enfin, la on avait recherche et dit aussi qu'il y avait quelques facs qui n'étaient pas tout à fait à 20%. Non, le chiffre de 20%, donc je ne savais pas que la ministre avait ou du moins je n'ai peut-être pas suffisamment fait... Vous étiez à votre colloque à la Sorbonne et elle faisait une conférence de presse dans son ministère et elle a dit qu'en effet, globalement sur les études de médecine précisément, c'était 20%. Oui, c'est ça. Donc 19,7. Ce chiffre est bien celui effectivement que nous avons mis en place dans l'ensemble des facultés de médecine françaises. Voilà, alors sur la sélectivité, on l'a vu. Un mot encore, on en a déjà parlé, mais sur la prévention. Les Français ressentent ce besoin de prévention qui peut développer en France, où on a vraiment des difficultés. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux au niveau de la formation ? C'est vrai qu'on doit renforcer cet aspect dans la formation. Les Français ont beaucoup de bon sens en disant ça. Je pense que les Français qui s'expriment ainsi le voient au travers de l'offre de soins qui est insuffisante. Et c'est toute la chaîne qu'il faut revoir. Et nous avons notre responsabilité, en effet, à l'échelle de la formation. Monsieur Dio, les Français ont surtout conscience qu'il manque de médecins généralistes, de médecins traitants, de médecins de famille. Les spécialistes, c'est compliqué. J'ai l'impression que finalement, ils finissent par en trouver. Mais c'est vraiment le vrai problème. Est-ce que cette réforme va améliorer la médecine quotidienne. De premier recours, oui, absolument. Oui. Alors c'est un sujet plus complexe qu'il n'y paraît, Pascal Morel, parce que moi j'ai raisonné comme vous venez de l'indiquer là, en particulier quand je présidais l'Observatoire national de la démographie des professions de santé. Si vous permettez, je voudrais prendre 2 minutes pour resituer un peu ce sujet. La proportion de postes ouverts à la médecine générale, de postes d'internes ouverts à la médecine générale jusqu'à la réforme de 2017 était de l'ordre de 50%. En 2017, on a diminué cette proportion à 40%, car nous avons créé de nouvelles spécialités, médecine d'urgence, gériatrie, addictologie, etc. Et donc, on a pris sur les ressources de la médecine générale. Donc, l'un de mes objectifs quand j'étais à la présidence de l'ONDPS, ça a été de remonter, et on l'a fait, le nombre de postes d'internes de médecine générale. Et qui décide ? Parce que c'est invraisemblable. On manque de médecins généralistes, on baisse le nombre de médecins généralistes en formation. Qui décide de ce 40% ou 50% de postes Je reviendrai sur votre question. D'accord. Je veux juste terminer mon argumentation. Allez-y, excusez-moi. Juste terminer mon argumentation pour vous dire que dans une région sinistrée, la région Centre-Val de Loire, l'idée qu'il faut augmenter le nombre de postes d'internes de médecine générale est juste, et c'est ce qu'on fait. Mais si on n'augmente pas
en parallèle le nombre de spécialistes, on ne résoudra pas le problème car, et ça il faut en avoir conscience, les jeunes médecins généralistes n'iront pas s'installer là où ils n'auront pas la possibilité de constituer un réseau de correspondants spécialistes. Donc tout va de pair. Et il ne faut pas s'imaginer qu'on va résoudre l'offre de premiers soins si on ne résout pas dans le même temps, dans les territoires, l'offre des médecins spécialistes. Et ça, L'ensemble, bien sûr. l'ensemble. Mais je ne l'ai pas compris tout de suite, je dois reconnaître. Qui décide alors des Donc pourcentages? C'est le ministère ou c'est les universités? C'est une concertation qui est menée tout au long de l'année entre les régions via les agences régionales de santé et les facultés, au travers de ce qu'on appelle les observatoires régionaux de la démographie des professions de santé, qui font des propositions de demande d'ouverture de postes fondées sur les besoins et les capacités de formation. Ces propositions sont remontées à l'ONDPS qui fait un travail d'analyse et de synthèse et qui fait ensuite des propositions au ministère de la Santé qui, in fine, décide de l'ouverture des postes. Tout cela nécessite beaucoup d'argent. Est-ce que vous en avez assez dans les facs pour mener tous ces chantiers? Le problème le sujet de la concertation que je viens de décrire pose pas de problème matériel d'organisation. Je pense que le problème, il est essentiellement sur le nombre de postes d'internes qui, de toute façon, mécaniquement, va suivre l'augmentation du numerus apertus, puisque chaque étudiant qui rentre dans des études de santé deviendra un jour étudiant de troisième cycle. Moi, je parlais de toutes ces réformes nécessitent de l'argent. Est-ce que vous en aurez assez? Est-ce que le ministère vous en a... Vous avez dit, vous en a promis, mais c'est à quel niveau? Est-ce que la France est capable de penser sa médecine de demain et la formation de ces médecins de demain? Excusez-moi, je n'avais pas compris donc votre question. Oui, les ministres ont annoncé l'année dernière, lors d'un premier colloque d'ailleurs qu'on avait organisé à la Sorbonne, la mobilisation de moyens à la fois pour la réforme du premier cycle et la réforme du deuxième cycle. Ce sont des crédits qui viennent d'ailleurs du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et du ministère de la Santé, dont une partie a été versée tout dernièrement. Bon, le sujet pour nous de préoccupation, c'est que ce sont des crédits qui doivent être, encore une fois, pardonnez-moi du vocabulaire un peu technique, mais soclés, c'est-à-dire qui s'inscrivent dans la durée et qui nous permettent de faire des recrutements. Parce qu'il n'y a pas que les questions d'enseignants. Si vous voulez, dans les facultés de médecine, ces problèmes de gestion que vous décriviez, on les a aussi, nous, dans les facultés de médecine. Et on a des facultés qui sont en souffrance aussi. On parlait de la souffrance des étudiants, elle est importante et Dieu sait qu'on s'y intéresse. Il y a la souffrance des enseignants, puis il y a la souffrance des personnels des facultés, qui sont en grosse difficulté aujourd'hui. Au niveau du financement, comme disait Pascal Moret, est-ce que vous avez une dotation de l'État? Est-ce que vous êtes autonome? Est-ce que vous avez la possibilité de chercher d'autres financements? Parce que ça revient souvent, les doyens disent on n'a pas assez de financement pour faire les réformes engagées. Est-ce que vous êtes complètement dépendant des pouvoirs publics ou vous avez d'autres possibilités de financement? Les financements viennent pour l'essentiel des pouvoirs publics, de deux ministères de tutelle. Je ne peux pas vous dire de pourcentage. Ce que je voudrais dire, c'est que les collectivités territoriales se sont quand même emparées du sujet. Et par exemple, des initiatives qu'on appelle initiatives territoires, qui ont été portées par un certain nombre de doyens, dont je fais partie d'ailleurs, ont amené à obtenir la création de postes d'enseignants cofinancés par les régions et par les agences régionales de santé. Donc c'est un complément qui est très utile, en particulier pour installer dans les territoires des enseignants, ce qui nous permettra de projeter la formation hors les murs des facultés et des fameux CHU. À Tours en particulier, on avait invité ici le président du conseil régional de la région de Tours, oui. Qui vous avait aidé dans certains financements, je crois. Et puis vous nous avez parlé de ce colloque donc, sur l'Europe que vous avez fait hier, avec 3 thèmes, recherche, vie des étudiants et santé-société. Parlez-nous quelques instants rapidement de ces sujets. Recherche notamment, on n'en a pas suffisamment parlé. Les universités sont évidemment impliquées dans l'innovation, la recherche, et on a dit qu'effectivement, on a été un peu désespéré de voir que la France n'a peut-être pas été au premier rang dans la crise du Covid, notamment pour les vaccins, les médicaments. C'était un colloque européen, et vraiment, j'étais très frappé de voir que des collègues d'universités européennes prestigieuses, de Rome, de Berlin, de Louvain, partageaient exactement les mêmes analyses que les nôtres. On n'est pas dans des problèmes franco-français et ça n'est ni mieux ni pire en France qu'ailleurs. Effectivement, il n'y a pas de vaccin français. Il y a eu d'autres domaines dans lesquels la France s'en est plutôt bien sortie. Mais le constat, finalement, qui était assez partagé hier, c'est qu'on ne s'en sortira pas si on n'a pas une véritable Europe de la santé qui soit mise en place et qui comporte un volet formation-recherche. Et c'est là que le colloque d'hier était important, parce que je pense qu'il a fait avancer l'idée
d'allier, on a parlé d'alliance universitaire européenne, pour porter ensemble des messages à la Commission européenne et par exemple amplifier, alors que le mouvement est plutôt inverse en ce moment dans notre pays, les crédits pour permettre la mobilité des étudiants, mobilité précoce, mobilité dès le 2e cycle, pour permettre aux étudiants d'aller se confronter à l'autre et de revenir enrichis avec... c'est Erasmus. C'est Erasmus. Est-ce que votre sentiment, après cette crise terrible du Covid, que l'Europe a été renforcée, est-ce que c'est votre sentiment? Au début, on se dit, bon, les vaccins, ça ne marche pas, etc. Puis on a l'impression que l'Europe a montré une certaine forme d'efficacité. C'est votre sentiment aussi? Je corrige mon excellent confrère, c'est pas après le Covid, nous sommes encore dans le Covid. On n'est pas encore sorti du Covid. Mais ça va mieux, demeurant, heureusement. Ah, tu vois, ça va mieux. Je pense que, je vais rester dans mon domaine de compétences, hein, je pense que cette idée d'Europe de la santé, qui n'est pas complètement nouvelle, a été quand même très, très catalysée par la crise sanitaire et par la confrontation des situations qui étaient très comparables. Le virus, c'est un lieu commun de le dire, hein. On a bien vu qu'il circulait et qu'il ne s'arrêtait pas à la frontière. Donc, ce qui était dit hier, c'est que dans ces grands enjeux, puisque vous parliez tout à l'heure de 2030, 2040, etc., dans ces grands enjeux qui nous attendent, si l'Europe ne se donne pas des moyens, elle n'existera pas beaucoup sur les sujets recherche notamment, face aux mastodontes c'est le moment ou jamais, ou la Chine. Et sur notre autre excellent confrère, le quotidien du soir, le grand quotidien du soir, qui, à l'occasion d'ailleurs de votre colloque, titrait « Science en France, rallumiez les lumières ». Elles étaient totalement éteintes. En tout cas, on a éclairé hier, il me semble, la réflexion, une façon de vous répondre. Vous avez rallumé le feu? On a éclairé. Voilà, bon, c'est bien, on y voit plus clair. Renaud Degas, donc les questions, comme on dit, les questions Twitter, les questions qui viennent du public, on a pu recueillir. Oui, tout va trop vite, mais on aurait aimé vous entendre. Oui, mais l'heure tourne. Oui, merci Philippe. Professeur, oui, il y a 3 questions qui rejoignent des éléments qui ont déjà été évoqués tout à l'heure, mais en précisant les choses. Sur le problème de la démographie, pensez-vous que la modification du recrutement de vos étudiants peut-elle aussi changer les attitudes en point de vue de l'installation? C'est-à-dire que plus ouvert, peut-être sur l'aspect accompagnement et vers le patient, ça peut peut-être aussi induire une attitude différente en termes d'installation. Je vous pose les 2 autres questions dans la foulée, comme ça vous aurez tout. La deuxième, c'est vous nous avez évoqué les épreuves dématérialisées nationales. Plus largement, où en sont les universités pour leur virage numérique, dirais-je? Est-ce que vous estimez qu'elles sont déjà bien engagées? Est-ce que, pareil, même question que Pascal tout à l'heure, est-ce que vous avez les moyens de le faire correctement? Et la troisième question qui est apparue fortement, vous avez aussi parlé de la nécessité de mieux accompagner, mieux former vos étudiants à l'après, donc éventuellement à l'installation en ville. Est-ce que, inversement, les facultés de médecine vont un peu plus ouvrir leurs portes aux professionnels libéraux, de santé libéraux, qui viennent pour venir partager leur expérience avec les étudiants? Voilà, 3 questions. Ça pourrait faire une émission en elle-même, mais bon, on n'a que 2 minutes. Rapidement, parce qu'on arrive au terme de cette émission. Donc d'abord, le nouveau profil des étudiants, est-ce que ça va simplifier, modifier les modalités d'installation? Diversifier le profil des étudiants, le but c'est bien ça, hein. C'est d'avoir des étudiants qui finalement aient moins un appétit métropolitain, pour dire les choses très, très simples. Donc c'est vraiment l'idée, hein, derrière cette action-là. Pour ce qui est du virage numérique, il est pris, hein. Il a alors là été très très accéléré par la crise sanitaire. Du moment où les facultés de médecine ont été fermées, ce qui a été quand même un choc, hein. Du jour au lendemain, on s'est demandé comment on allait continuer à assurer la formation. Grâce à l'université numérique en santé et en sport, l'UNES, on a pu avoir des partages de ressources numériques qui font que, alors les étudiants, ça a été dit tout à l'heure, et on le sait bien, et on a été le plus proche d'eux possible, mais ont particulièrement souffert de cette crise sanitaire. Mais on a pu maintenir la continuité pédagogique dans des conditions qui n'étaient pas idéales, mais qui leur ont permis de ne pas perdre leur année. Donc numérique, vous êtes bon? On peut toujours faire mieux, non, mais je pense que il y a 10 universités numériques en France, hein, quand je parle de 10 universités numériques, c'est par grand champ universitaire, hein. Je pense qu'en santé, l'UNES est certainement un modèle parmi les 10 là. Pour ce qui est de la participation des... Alors, je complète un peu la question de Renaud Degas. Des libéraux aussi, mais l'ouverture aux autres professionnels de santé. Est-ce qu'il ne faut pas créer des facultés, non pas de médecine, mais des facultés de santé, où sont formés
les médecins, les professions soignantes, mais aussi ce qu'on appelait les paramédicaux, maintenant on dit les soignants. Est-ce qu'il ne faut pas ouvrir et casser un peu toutes les cloisons qui se répercutent après dans la vie de tous les jours pour les professionnels de santé? Il faut décloisonner la formation, ça c'est un credo. En tout cas pour moi, il faut décloisonner la formation. Donc le modèle des facultés de santé, il en existe déjà. Il ne faut pas avoir un modèle unique. Certains font des collégiums, c'est ce que j'ai fait à Tours. Peut-être qu'il faudra qu'on aille un petit peu plus loin d'ailleurs. C'est quoi le collégium? Mais c'est un rassemblement dans l'ensemble des formations de santé, mais sans perte d'identité des uns et des autres, si vous voulez, parce que ça peut être un sujet un petit peu clivant et sensible. Donc il faut respecter, je dirais, les sensibilités, les écosystèmes, mais clairement, il faut aller vers un décloisonnement, ne serait-ce que pour lutter contre les déserts médicaux, parce que je disais tout à l'heure qu'un médecin généraliste ne s'installe pas où il n'a pas un réseau spécialiste, mais il ne s'installe pas non plus là où il n'a pas un réseau de soignants. Donc tout ça il faut que les jeunes apprennent à connaître les métiers de leur Mais vous dites qu'il faut correspondants. aller vers, on est d'accord, mais est-ce que c'est parti? On Oui. va y arriver quand? Parce que vous formez des étudiants qui exerceront jusqu'en 2050, 2060. Est-ce que vous avez pris le départ, ou est-ce que vous dites, est-ce que toutes les facultés ont pris le départ? Plus ou moins, selon des formalités Oui, alors différentes. je m'exprime sans doute mal parce que je ne devrais pas dire on va aller, on y est, on est en train de le faire. D'accord. On est Et en train de le faire. Philippe envisage d'interroger. Pardon. Quand même, De Renaud. une Renaud. précision quand même sur la question des libéraux. C'est pas déposer l'information, c'est laisser rentrer des professionnels libéraux pour venir participer aux formations des étudiants. Oui, Ça- alors, moi, Ça, c'est alors, répondre, des professionnels moi, exerçants. oui, mais C'est ça qui. oui, sur ce point, je veux compléter, c'est aussi peut-être que des grandes cliniques privées soient aussi des terrains de stage, parce que ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, enfin, selon... Je suis content d'être venu aujourd'hui parce que comme ça je peux vous faire passer des messages. C'est fait. Ça c'est fait. On a Pascal n'était ouvert. pas au courant. On a ouvert. Ben oui, mais Dans le privé, il y Mais a oui, de grandes mais- cliniques mais bien privées sûr. qui ont mais des oui, terrains de Pascal, stage. Enfin, pas assez. Écoutez, on a ici- mais on peut toujours faire plus et mieux et on essaie de faire plus et mieux. Mais c'est fait, l'ouverture au privé est faite. La majorité des médecins que nous formons auront un exercice libéral. Donc on a ouvert des terrains de stage là où la formation Combien est il de y en a Combien il y qualité. en a Je ne pourrais pas vous donner de chiffres au niveau national, mais dans ma région Centre-Val de Loire, il y a 44, vous savez qu'il y a 44 spécialités médicales, record du monde quand même. On pourrait faire une émission là-dessus, parce que ça pose Absolument. quelques Pour vous, questions. c'est trop, c'est ça que vous voulez dire. Je pense que c'est peut-être trop, oui. Et j'aimerais, enfin voilà. C'est trop. C'est trop. Bon, sur ces 44 spécialités, en région Centre-Val de Loire, 13, vous allez me dire c'est une minorité, mais c'est une minorité agissante, offrent une formation D'accord. en milieu libéral, à condition que cette offre de formation soit de qualité, c'est-à-dire que des collègues libéraux aient la ressource de consacrer du temps à la formation des étudiants. Et ça, c'est très vertueux parce que ça prépare au mieux les jeunes spécialistes à Donc aller exercer sur leur terrain Donc c'est d'exercice. vraiment la révolution dans les études médicales et les études de santé. Vous avez été content de voir les médecins pendant la crise Covid, la médecins et société sur toutes les chaînes de télévision? Ça a été aussi un peu le sujet hier. Ça a été un peu beaucoup le sujet hier et J'ai participé. Hier au colloque de la Sorbonne. Au colloque de précisons. la Sorbonne, oui. Moi, j'ai beaucoup apprécié les prises de parole insistant sur la nécessité de reconsidérer la prise de parole dans son champ de compétences. Oui, Vous ne et m'auriez pas, oui, lorsque je voulais vous demander- m'auriez pas fait venir ici si vous m'aviez demandé de parler du vaccin contre la Covid, parce que je n'en suis pas un expert. Donc je pense qu'il faut que chacun s'exprime sur les sujets sur lesquels il peut apporter quelque chose et dans son domaine de Non, compétences. mais alors d'accord, mais sur quelques excellents confrères que vous avez, au sommet de la hiérarchie, qui se sont exprimés ou qui ont dit n'importe quoi dans cette affaire, est-ce que ça vous a secoué? Je dis qu'il faut reconsidérer la prise de parole et rester dans son champ de Voilà, compétences. on en Alors, restera peut-être là. oui, mais c'est fondamental, c'est très important. Faut-il comment le mettre en œuvre? C'est-à-dire qu'il faut peut-être publier les CV de chacun, etc. Mais c'est une vraie réflexion. Moi, j'avais une dernière question quand même avant la conclusion par Pascal. La Cour des comptes avait dit qu'il faut regrouper les CHU. Est-ce que vous êtes favorable? Est-ce qu'il n'y a pas trop de CHU en France? Est-ce qu'il n'y a pas trop de facultés de médecine? Comment faire en sorte que tout ça soit peut-être un peu plus efficace et efficient? Oui, ou peut-être qu'il n'y en a pas assez, parce que j'ai vu que dans votre région, vous créez une nouvelle faculté dentaire.
Vous, Deux questions en même vous temps. abordez à nouveau. Vous êtes des spécialistes des doubles questions ou quoi là sur Pascal, oui. sur les CHU, Oui, CHU. je suis convaincu que ce qu'il faut développer, c'est le travail en réseau entre les CHU. Ce que propose aussi la Cour des comptes. En dehors de très grosses structures comme la PHP par exemple, les CHU français ont tous des forces et des faiblesses et il faut les amener à travailler ensemble pour que des collaborations se développent dans un espace géographique qui soit cohérent et qui peut d'ailleurs varier d'un endroit de la France à l'autre. Moi, je suis du Grand Ouest. Les hôpitaux universitaires du Grand Ouest fonctionnent selon un modèle de réseau qui est souvent pris en exemple et qui, je pense, nous a fait faire d'énormes progrès dans le respect les uns des autres. Quant au sujet de faculté d'odontologie, je pense que tout le monde a maintenant pris conscience que l'offre de formation en odontologie en France a besoin d'être renforcée et c'est le sujet que vous évoquiez. Et nous avons compris que Tours était le centre de la France. Conclusion, Pascal Morel. C'est cela. Voilà, merci beaucoup. Cette émission est terminée. On aurait bien continué encore un peu, mais en réalité, il fallait maintenant terminer et remercier Françoise Millet, Nathalie Rattel, Emmanuel T., la veille des acteurs de la santé, LDC Santé et Hortus. Remercier également nos partenaires BVA, Medtronic et Point Vision. Et je garde pour la fin le groupe Pasteur Mutualité qui nous a reçus aujourd'hui dans la Villa M, un centre absolument extraordinaire que nous vous invitons à visiter. C'est avec beaucoup de fleurs, beaucoup de salles, beaucoup de lieux à la fois de culture et de restauration. Venez, boulevard Pasteur. C'est ouvert aux médecins, pas que, mais ouvert aux médecins en particulier et aux soignants d'une manière générale. C'était un très beau moment pour nous de visiter ce lieu magnifique. Ouvert à partir de mi-octobre, Ouvert Pascal. à partir de mi-octobre. Merci à toutes et à tous.